Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que diriez-vous d'apprendre chaque semaine ce qui se passe sur Terre en ce qui concerne les tueurs, les monstres du réel ou encore les phénomènes paranormaux? Que diriez-vous d'une actu concernant les faits les plus horribles ou les mises à jour de nouvelles preuves chaque semaine dans le monde de l'horreur? Si ce que je vous dis vous intéresse, alors vous êtes dans la bonne vidéo et je vous souhaite bienvenue dans ce tout premier LAH, les actus de l'horreur. Asseyez-vous confortablement, nous partons à travers le monde et dans ses pires horreurs. La première actu dont je vais vous parler commence dans les années 80 avec l'affaire de Cécile Bloch en mai 86 à Paris. Ce jour-là, Cécile Bloch, alors âgée de 11 ans, quitte le domicile familial pour se rendre à l'école. Elle sera finalement capturée et enlevée par un homme qui la violera avant de la tuer. Les policiers déterminent rapidement les circonstances de cet homicide et diffusent un portrait robot du potentiel tueur. Par la suite, ils associeront cette enquête à plusieurs autres crimes qui auraient été réalisés par la même personne. Il s'agit donc d'un multirécidiviste. Et c'est seulement dans les années 90, après la création de l'identification génétique, que tout cela sera validé. Malheureusement, l'ADN du tueur n'est pas connu des fichiers et il reste introuvable. Cette enquête nous emmène au 30 septembre 2021 où le tueur qui avait été surnommé le Grêlé se suicide. Le Grêlé, de son vrai nom François Vérove, est un ex-gendarme et policier qui s'est suicidé au Grau du Roi, près de Montpellier. Il laissa au moment de son suicide une lettre d'aveu et très vite l'ADN de François Vérove sera recoupé avec l'ADN qui avait été trouvé à l'époque. À ce moment-là, plus aucun doute, c'est le même ADN. Ceux qui le connaissent restent sans voix après la découverte de cette horreur. L'épouse et la fille du Grêlé sont sous le choc. Elles ne soupçonnaient pas les activités morbides de leur père et de leur mari. Ce père de famille était maintenant à la retraite et vivait une vie paisible dans une maison située dans le quartier résidentiel de Goéland à la Grande Motte, avec son épouse et ses enfants. Il était un profil insoupçonnable. Au cours des différents interrogatoires et en remontant le fil de sa vie, ses proches se souviennent à quel point il était fan, vraiment très fan, des films d'horreur. Un ami du Grêlé a même évoqué son attirance pour le gore. Il était en fait fan du film Cannibal Holocaust qu'il regardait en boucle, qui est un film connu pour ses scènes de cannibales, de viols et de torture. Selon Le Parisien, au moins 2 meurtres réalisés par le Grêlé ont des similitudes avec ce qui se passe dans le film Cannibal Holocaust. Michel Agrapart-Delmas, qui est une criminologue et experte judiciaire, a déclaré qu'il pouvait s'exciter beaucoup avec ce genre de film et que beaucoup de tueurs se sont inspirés de certains films qu'ils ont vus, qui les ont excités et ont finalement passé leurs pulsions et leurs envies à l'action. Elle déclare aussi que le seul moyen de savoir ce qui se passait dans la tête de Vérove serait de l'expertiser. Malheureusement, il est décédé et le mystère reste non élucidé. L'actu numéro 2 se déroule en Écosse. On en a beaucoup entendu parler dans le monde du paranormal. Aujourd'hui donc, nous nous dirigeons dans ce pays et plus précisément vers un pont rempli de mystères qui semble aussi hanté que les châteaux qui font la réputation de ce pays. Pourquoi, me direz-vous? Parce que plus de 600 chiens ont sauté de ce pont et tous du même côté. Ce pont, que rien ne distingue d'un autre, se situe au village de Milton et se nomme Overtoun. Construit il y a plus d'un siècle, ce pont est devenu célèbre par rapport à la malédiction qui l'entoure et à tous ces suicides de chiens. Tous n'ont pas trouvé la mort, seulement 50 d'entre eux, mais 600 au total se sont jetés du même endroit et du même côté directement de ce pont. Personne aujourd'hui n'est réellement capable d'expliquer ce troublant phénomène. Les adeptes du paranormal, évidemment, ont tendance à penser que ce pont est hanté. Un maléfice ou un esprit pousserait les chiens dans le vide. Paul Owens, un professeur de religion de la région, a déclaré, je cite, « J'ai cité comme une pression dans mon dos, comme si quelqu'un voulait me propulser au-dessus des barrières. » Toutefois, tout le monde n'est pas de cet avis. David Sens, un expert animalier, a une toute autre explication du suicide de ces chiens sur le pont d'Overtoun. Selon lui, c'est la configuration des lieux qui serait responsable de ces suicides. Il dit, je cite, « Il y a plus probablement quelque chose qui attire ces chiens, quelque chose de réel et non de hanté. » Il dit que même nous, êtres humains, ressentons beaucoup de choses sur ce pont. On peut voir la chute d'eau et la sentir, il y a l'odeur des plantes, qu'on y ressent un sentiment étrange, et qu'on aurait même tous tendance à regarder par-dessus les barrières du pont pour y voir le vide. Il dit que c'est la même chose pour les chiens, et que peut-être que leur curiosité est beaucoup trop grande. Nous retournons maintenant en France pour parler d'un tueur en série. Connaissez-vous l'histoire de l'ogre des Ardennes? Cet homme qui aurait tué et violé plusieurs jeunes femmes est mort à l'âge de 79 ans en mai 2021, emportant avec lui peut-être plusieurs autres crimes qu'il n'aurait pas encore avoués. Avant sa mort, il a été admis en urgence le 8 mai 2021 dans une unité qui dépend de la prison de Fresnes. C'est dans cet établissement qu'il était détenu après avoir été condamné 2 fois à des peines de perpétuité.
pour les meurtres de 7 adolescentes et jeunes femmes dont il n'aurait encore pas tout révélé, mais aussi pour un crime crapuleux qu'on connaît sous le nom de l'affaire du gang des postiches. Ce crime crapuleux sort totalement du mode opératoire de l'ogre et aurait eu lieu en 1988. La victime était en fait la femme d'un braqueur qui s'appelle Jean-Pierre Elegwarch. Ce dernier était retenu dans la prison de Fleury-Mérogis et il aurait partagé sa cellule avec un certain Michel Fourniret, qui n'est autre que l'ogre des Ardennes, qui purgeait alors une peine légère pour une agression sexuelle. Il n'était alors pas connu pour ses autres crimes. En mars 1988, après la sortie de Fourniret, Farida Amish le contacte de la part de son mari. Le couple lui demande de l'aider à récupérer le fameux trésor du gang des postiches, qui serait enseveli dans le cimetière de Fontenay en Parisis, dans le Val d'Oise. Il déterre alors une caisse à outils dans laquelle se trouvent 20 kg de lingots d'or et de pièces d'or, qui n'est qu'une partie du magot du gang des postiches, qui a été très actif entre 81 et 86 en France. Pour son coup de main, Michel Fourniret s'est vu promettre 500 000 francs à l'époque, mais cela ne lui a pas suffi. Il décidera donc de se servir lui-même, comme il avouera plus tard aux enquêteurs, et tua Farida Amish avant de se débarrasser de son corps. Une fois vendu, l'or va permettre à Fourniret d'acheter un château, celui de Soutou, dans les Ardennes, puis, en plus de ça, une maison en Belgique. Dans le jardin de cette maison, ils trouveront ce qui restait du trésor, et dans la cour du château, 2 corps des victimes de l'ogre. Suite à la mort de Fourniret, les familles des victimes ont l'impression qu'elles n'obtiendront jamais justice. De plus, les crimes associés à l'ogre s'accumulent. Il y a un peu plus d'un an, en mars 2020, l'ogre avait encore avoué un de ses crimes et sa responsabilité dans la mort d'Estelle Mouzin, une fillette de 9 ans disparue en 2003 à Guermantes, dans le département de la Seine-et-Marne. Mais Michel Fourniret ne s'arrête pas là. Il était aussi mis en examen pour 3 autres affaires. La disparition en 88 de Michel-Angèle Domès, le viol et le meurtre de Johanna Parish en 90 et la disparition de Lydie Loger en 93. Avec ou sans l'ogre des Ardennes, la juge d'instruction Sabine Kéris compte de toute manière mener à bien toutes ces enquêtes et prononcer un jugement post-mortem. Nous continuons maintenant en France, qui n'est pas en reste avec ses phénomènes paranormaux et ses légendes, et nous allons dans l'Ain à la rencontre d'un couple vivant à Replonge qui est convaincu que son immeuble est hanté et qui souhaite être relogé par son bailleur social. Un véritable cauchemar pour ces 2 habitants qui dorment depuis plus d'1 mois dans une tente sur la terrasse de leur appartement à cause de ces phénomènes paranormaux. Le logement construit en 2016 sur les bases d'un ancien hangar serait pourtant spacieux, lumineux, propre et sécurisé. Il a même été loué à 2 reprises avant l'arrivée de ses occupants actuels. Le couple, lui, décrit des phénomènes paranormaux. Ils disent, je cite, « Ça a commencé par des ombres noires, puis ça s'est amplifié. La lumière s'éteint, la TV s'allume toute seule, le téléphone se crypte et la vaisselle fait du bruit. » Mais les événements effrayants ne s'arrêtent pas là. Patricia et David, qui sont les noms des 2 occupants, ont dû mettre leurs affaires dans des cartons à force qu'elles soient projetées au sol. Le couple excédé par ces phénomènes inexpliqués a finalement fait appel à un magnétiseur, qui a dressé un constat stupéfiant. L'endroit serait apparemment hanté par une jeune femme du 19e siècle qui serait apparemment bloquée dans la propriété et chercherait à chasser ses occupants. Le bailleur social, la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain, refuse toujours de reloger le couple. Ils sont aujourd'hui bloqués par l'invalidité de David pour trouver un nouveau logement social. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette maison est-elle vraiment hantée? Une femme du 19e siècle occupe-t-elle vraiment les lieux et cherche vraiment à chasser ses occupants? Et pour l'autre histoire paranormale, qu'en pensez-vous? Ce pont qui force apparemment les chiens à se suicider, ou même qui pousserait ces chiens à se suicider, vous pensez que cela peut être possible? Vous y croyez, vous? Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous préférez, le paranormal, le réel. En tout cas, j'aime bien mixer les deux, c'est des actus qui sont récentes, hein, même s'il y a des trucs qui mènent à loin, mais c'est des nouvelles justement actualités qui sont arrivées là récemment et qui concernent des trucs paranormaux, des crimes, des tueurs en série, etc. Donc dites-moi si vous aimez ce format d'actu, avec des actus paranormales et des actus réels. Sur ce, n'hésitez pas à me soutenir pour mon travail en likant, partageant et en vous abonnant. J'ai fait mon forceur de youtubeur, je peux vous laisser là. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je ne sais pas. Je vous fais des bisous la famille. Tchuss.